Bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un élément vraiment central de nos foyers et puis particulièrement crucial ici dans la région de Nyon, hein, avec les hivers qui rigolent pas, l'eau chaude. Avoir un système qui tourne rond, c'est pas juste une question de confort sous la douce le matin. Non, c'est aussi une affaire de conformité avec les normes énergétiques suisses qui sont de plus en plus exigeantes. Alors, comment on navigue là-dedans? Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour cette exploration, on va s'appuyer sur des informations qui détaillent les services d'une entreprise de plomberie qui semble bien ancrée localement, Hugo Dubois Plomberie, active donc dans le canton de Vaud. Notre mission, si on peut dire, essayer de comprendre ce qui est concrètement proposé aux habitants de Nyon et puis des communes juste à côté, Eyzins, Prangin, Duillet, tout ça, quand on a une panne soudaine de chauffe-eau ou quand on a un projet d'installation. Et surtout, comment on s'y retrouve dans toutes les options d'équipement. Oui, c'est un sujet effectivement assez complexe où plusieurs facteurs s'entremêlent. D'un côté, les besoins très personnels de chaque foyer, la consommation d'eau chaude, tout ça. Et puis, il y a les conditions climatiques spécifiques de la région, on l'a dit, et ce cadre réglementaire suisse, notamment sur l'énergie, qui est oui, assez strict. Tout ça, ça crée un vrai besoin d'accompagnement par des gens qui connaissent leur affaire, quoi. Exactement. Et les sources qu'on a pu consulter insistent là-dessus. Elles mentionnent une équipe avec plus de 15 ans d'expérience, de métier. Quand on pense aux hivers ici, à l'importance d'avoir une installation fiable et à ces fameuses normes, on se dit que faire appel à un pro, c'est pas juste une option, quoi. C'est presque une nécessité pour avoir l'esprit tranquille. Mais au-delà de la simple installation, qu'est-ce que cette expertise locale apporte concrètement? C'est quoi le plus? Ce qui est fascinant ici, c'est justement cette intersection, comme vous disiez. L'expertise locale, ça va bien au-delà de savoir visser de tuyaux, hein. Ça intègre la connaissance du climat, un chauffe-eau sous-dimensionné en plein hiver, c'est la douche froide assurée, c'est clair, et surtout la maîtrise des normes suisses. Un professionnel qualifié, il veut pas seulement installer l'appareil, il va conseiller sur le bon dimensionnement, il va s'assurer que tout est conforme au règlement, ça c'est crucial pour les assurances, pour la valeur du bien aussi, et il va chercher l'efficacité énergétique. On parle quand même de systèmes vitaux, hein, l'eau chaude, le chauffage parfois liés. Une installation un peu bricolée ou mal pensée, ça peut vite tourner au cauchemar. Surconsommation, des pannes à répétition, voire pire, des dégâts des eaux. L'expert local, lui, c'est celui qui sait adapter la solution technique au contexte spécifique de Nyon et, bien sûr, à la législation en vigueur. Oui, c'est très parlant ça. Alors, allons-y, plongeons au cœur du sujet, hein. Les services autour du chauffe-eau lui-même. Les infos qu'on a décrivent une double approche. D'un côté, l'intervention d'urgence, Oui. et de l'autre, l'installation ou le remplacement planifié sur rendez-vous. Et cette distinction, elle est fondamentale. Parce qu'une panne d'eau chaude, ça prévient jamais. Et ça tombe toujours au pire moment. C'est classique. Le simple fait de savoir qu'une solution rapide existe, qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir vite, c'est un facteur de sérénité qui est énorme pour les résidents. Oui, et c'est là qu'un chiffre m'a vraiment interpellé dans les sources. Un délai d'intervention moyen annoncé de 30 minutes pour les urgences à Nyon. Franchement, ça paraît incroyablement rapide. Est-ce que c'est réaliste dans toutes les situations, ça, ou est-ce qu'il y a des petits bémols à garder en tête? C'est vrai que c'est un délai très court. Ça témoigne probablement d'une forte organisation logistique, une bonne présence locale, des équipes réparties. Après, bon, le mot moyenne, il implique forcément qu'il peut y avoir des variations, hein. Un gros pic d'appel pendant une vague de froid, un accès un peu compliqué à un logement. Mais afficher un tel objectif, c'est quand même un engagement fort vis-à-vis des clients. Ce qui est important aussi, c'est ce qui se passe pendant ces 30 minutes et juste après. Le diagnostic, les sources, elles mentionnent bien les causes fréquentes de panne. La résistance qui grille, le groupe de sécurité qui se bloque. Ah oui, cette soupape de sécurité. Exactement, cette soupape essentielle qui protège contre la surpression dans le ballon, ou alors le thermostat qui est défaillant. Le vrai plus d'un professionnel, c'est sa capacité à identifier précisément d'où vient le problème, pas juste changer une pièce au hasard. Justement, après ce diagnostic, arrive la décision cruciale. Est-ce qu'on répare ou est-ce qu'on remplace tout? Comment ça se passe en général cet arbitrage? Bah là, c'est vraiment l'expérience de l'artisan qui joue à plein. Un thermostat qui lâche sur un appareil qui a 2 ans, bon, ça se remplace, c'est évident. Par contre, une cuve qui est percée par le calcaire sur un chauffe-eau qui a déjà 15 ou 20 ans, là c'est souvent la fin de vie de l'appareil, il faut être réaliste. Le professionnel, son rôle, c'est d'évaluer l'état général du chauffe-eau, son âge, le coût de la pièce défectueuse par rapport au prix d'un appareil neuf. Et il doit pouvoir expliquer
très clairement les options au client, avec les avantages, les inconvénients de chaque scénario. Remplacer un appareil qui aurait pu être réparé facilement et à moindre coût, ce n'est pas un bon conseil. Mais inversement, s'acharner à réparer une antiquité qui va sûrement relâcher dans 6 mois, ce n'est pas mieux. C'est cet arbitrage honnête, ce conseil avisé, qui fait toute la valeur du service en fait. D'accord. Et si on part sur un remplacement, alors là, oulala, c'est un peu la jungle des options, non? Les infos qu'on a montrent bien que l'entreprise accompagne ce choix. Elle tient compte des habitudes de consommation, du nombre de personnes dans le foyer, du budget. Et c'est nécessaire parce qu'il y a vraiment de quoi s'y perdre un peu. Alors, on trouve d'abord le grand classique, le chauffe-eau électrique. Simple, fiable, passe partout, surtout si on manque un peu de place, c'est ça? C'est ça, l'électrique à accumulation, le ballon traditionnel qu'on connaît tous, c'est la solution la plus répandue, c'est vrai. Facile à installer, une arrivée d'eau froide, une prise électrique, et hop. Fiable, éprouvé depuis longtemps, mais ce n'est pas forcément la solution la plus économique à l'usage, hein, surtout avec les tarifs de l'électricité qui grimpent et puis les préoccupations écologiques actuelles. D'accord. Ensuite, il y a le chauffe-eau à gaz. Les sources le présentent comme performant, capable de chauffer l'eau très vite, mais il y a un mais. Il faut être accordé au gaz naturel et ça, ce n'est pas le cas partout. Oui, le chauffe-eau à gaz, qu'il soit instantané ou à accumulation, il offre un excellent débit d'eau chaude, c'est vrai, idéal pour les familles nombreuses ou ceux qui aiment bien prendre de longues douches. Le coût de l'énergie, le gaz donc, peut être compétitif selon les régions, les contrats fournisseurs. Mais l'installation de départ est plus complexe qu'un électrique. Et il y a cette contrainte, soit du raccordement au réseau de gaz de ville, soit de devoir gérer des bouteilles de gaz, ce qui est moins pratique au quotidien. Compris. Et puis, on bascule vers des technologies qu'on présente comme plus vertes. D'abord, le chauffe-eau thermodynamique, qualifié d'écologique et économique par excellence. Il fonctionnerait en utilisant les calories présentes dans l'air. Comment ça marche ça, simplement? Alors, en gros, c'est un peu le principe de la pompe à chaleur, mais appliqué spécifiquement à la production d'eau chaude sanitaire. Imaginez un réfrigérateur qui fonctionnerait à l'envers. Au lieu de faire du froid à l'intérieur en rejetant de la chaleur derrière, lui, il va capter la chaleur, les calories qui sont présentes dans l'air ambiant. Ça peut être l'air d'une buanderie, d'un garage, parfois même l'air extérieur. Et il transfère cette chaleur à l'eau contenue dans le ballon. Alors oui, il consomme de l'électricité, mais c'est surtout pour faire fonctionner le système lui-même, le compresseur, le ventilateur. Ce n'est pas pour chauffer directement l'eau comme une résistance électrique classique. Le résultat, c'est que pour 1 kWh d'électricité qu'il consomme, il peut restituer environ 3 à 4 kWh de chaleur à l'eau, d'où les économies d'énergie qui peuvent être vraiment substantielles par rapport à un chauffe-eau purement électrique. Ah oui, intéressant comme principe. Et la dernière option mentionnée dans nos sources, c'est le chauffe-eau solaire, avec les fameux panneaux sur le toit. Les documents précisent même que c'est particulièrement pertinent dans la région de Nyon, citant des zones comme les hauteurs de la ville, Pertence, Colovray, ou près du lac vers Promentu, où l'ensoleillement serait apparemment favorable. Oui, le solaire thermique. Des capteurs solaires installés sur le toit chauffent un fluide spécial qu'on appelle caloporteur. Ce fluide circule ensuite dans un échangeur à l'intérieur du ballon pour réchauffer l'eau sanitaire. C'est clairement la solution la plus écologique puisqu'elle utilise une énergie gratuite, renouvelable, le soleil. Et c'est très pertinent en Suisse, oui. L'ensoleillement, même s'il varie, est suffisant une grande partie de l'année pour couvrir une part significative, voire la totalité parfois, des besoins en eau chaude. Évidemment, ça demande un investissement initial plus important, il faut l'avouer. Et puis, il faut avoir une toiture bien orientée, sud de préférence, et pas trop ombragée. Il y a des contraintes techniques. Ce qui nous amène tout droit à une question pratique qui est abordée dans les documents, cette histoire d'obligation d'installer du solaire. Apparemment, pour les nouvelles constructions ou les grosses rénovations en Suisse, il faudrait couvrir au moins 30% des besoins en eau chaude sanitaire avec le solaire. C'est bien ça? C'est la règle générale, oui, qui découle souvent de la législation énergétique cantonale, qui elle-même applique les standards nationaux, le fameux MOPEC, modèle de prescription énergétique des cantons. Mais attention, ce n'est pas une obligation absolue gravée dans le marbre pour tout le monde. Il existe des dérogations. Si le toit est vraiment très mal exposé, plein nord ou toujours à l'ombre, ou si la structure du bâtiment ne le permet techniquement pas, on peut en être exempté. Et aussi, autre point important, si on met en place d'autres solutions utilisant des énergies renouvelables qui sont jugées très performantes, par exemple un chauffage à bois très efficace, ou une pompe à chaleur performante pour le chauffage général de la maison, ça peut être considéré comme équivalent et dispenser de l'installation solaire thermique spécifique pour l'eau chaude.
C'est précisément pour ça que le conseil personnalisé d'un professionnel est si important. Il doit connaître ces subtilités réglementaires pour guider le client vers la solution qui est à la fois conforme à la loi et adaptée à sa situation bien spécifique. On ne peut pas juste appliquer une règle bêtement. Énergivore, le gaz rapide mais dépendant du réseau, le thermodynamique, économe mais un peu plus complexe, et le solaire, très écolo mais avec des contraintes d'installation et un coût initial plus élevé. Lequel choisir finalement? Est-ce qu'il y a un gagnant pour le climat spécifique de Nyon? Mais non, justement, il n'y a pas de réponse unique et c'est ça qui est important à retenir. Le meilleur choix, ça dépend vraiment du profil de l'utilisateur, de son logement, de ses priorités. Pour un petit appartement en location, par exemple, l'électrique peut rester tout à fait pertinent pour sa simplicité d'installation et son faible coût initial. Le propriétaire ne va peut-être pas investir dans du solaire. Par contre, pour une villa neuve ou une rénovation majeure d'une maison familiale, là, le thermodynamique ou le solaire deviennent très attractifs. Malgré l'investissement de départ plus élevé, les économies réalisées sur 15 ou 20 ans peuvent être considérables. Et en plus, ça répond aux exigences légales et environnementales actuelles. Le climat de Nyon, avec un bon ensoleillement global, mais aussi des périodes froides où la demande en eau chaude est forte, rend ces solutions performantes tout à fait viables. Le gaz, lui, reste une bonne option si le réseau est disponible et si le coût de l'énergie reste favorable par rapport à l'électricité. Donc, le vrai gagnant, si on veut, c'est celui qui fait un choix éclairé, après avoir bien pesé l'investissement initial, les économies attendues sur la durée, les contraintes techniques de son logement et les normes en vigueur. C'est un calcul à faire. Et pour assurer la pérennité de ces systèmes, surtout les plus technologiques, comme le thermodynamique ou le solaire, les sources qu'on a consultées mentionnent l'existence de contrats d'entretien. Est-ce que c'est vraiment utile ça ou c'est un peu un gadget commercial? Non, non, à mon avis, c'est même essentiel. D'ailleurs, pour n'importe quel type de chauffe-eau, un contrôle régulier est recommandé. Un détartrage périodique, une vérification du groupe de sécurité, ça prolonge la durée de vie de l'appareil et ça maintient son efficacité énergétique. Mais c'est encore plus vrai pour un chauffe-eau thermodynamique, il faut vérifier les filtres, le circuit frigorifique, ou pour un solaire, contrôler le circuit du liquide caloporteur, la pression, l'état des capteurs sur le toit. Pour ces systèmes-là, un entretien spécialisé, disons annuel ou bisannuel, est vraiment crucial pour garantir les performances dans la durée. Ce sont des systèmes plus sophistiqués, hein. Un petit dérèglement, un encrassement, et hop, les économies d'énergie promises peuvent vite s'envoler. Le contrat d'entretien, finalement, c'est un peu l'assurance de la tranquillité d'esprit et de la rentabilité à long terme de son investissement. D'accord, c'est noté. Alors, au-delà du cœur du système, qui est le chauffe-eau, l'expertise en plomberie, ça s'étend bien sûr à d'autres éléments essentiels de la maison. Les infos qu'on a indiquent que l'entreprise dont on parle, Hugo Dubois, couvre un large éventail de prestations, ce qui suggère une approche assez globale finalement. Par exemple, il parle de l'installation de machines à laver. Bon, ça peut paraître simple, mais il précise s'occuper du raccordement et même du débarras de l'ancien appareil. Oui, et ce service tout compris, c'est typiquement ce que recherchent beaucoup de gens aujourd'hui. Acheter une machine, bon, c'est une chose, mais être sûr qu'elle est correctement raccordée à l'arrivée d'eau et à l'évacuation sans risque de fuite plus tard. Et puis, ne pas avoir à se soucier de l'enlèvement de l'ancienne machine, qui est souvent lourde et encombrante, c'est un confort qui est vraiment appréciable. Pour un plombier, c'est une intervention assez basique techniquement, mais qui demande quand même du soin et le respect des normes pour éviter les problèmes. Effectivement. Et un cran au-dessus en termes de complexité, j'imagine, la rénovation de salle de bain. Les sources listent pas mal de choses. La pose de douche, la transformation d'espace, l'installation de baignoire, le changement de robinetterie, l'optimisation du chauffage dans la pièce, la modernisation complète. C'est un sacré chantier, la salle de bain. Qu'est-ce que l'expertise locale apporte de spécifique ici? Énormément de choses. La rénovation de salle de bain, c'est souvent là que l'expertise locale, la connaissance du bâti local, brille vraiment. Il ne s'agit pas seulement de poser de jolis équipements neufs. Très souvent, il faut composer avec l'existant, parfois dans des bâtiments anciens, comme on en trouve pas mal dans la région de Nyon d'ailleurs. Il faut adapter les arrivées d'eau, modifier les évacuations, réussir à intégrer une douche à l'italienne dans un sol qui n'était pas du tout prévu pour ça. Il faut aussi optimiser l'espace, qui est souvent réduit dans les salles de bain, choisir des matériaux qui vont bien résister à l'humidité, au calcaire qui peut être présent dans l'eau. Ça demande une vraie vision d'ensemble et une bonne coordination, même si le plombier ne gère que sa partie plomberie sanitaire. Proposer un accompagnement complet, depuis le conseil initial sur l'aménagement jusqu'à la réalisation finale, c'est un vrai plus. Ça évite les mauvaises surprises en cours de chantier et ça garantit un résultat qui soit à la fois fonctionnel et esthétique.
Oui, on imagine bien. On trouve aussi dans les services listés des interventions plus ciblées, la pose ou la réparation d'éviers de cuisine. Ça aussi, c'est essentiel au quotidien. Absolument. Un évier qui fuit sous le plan de travail, une robinetterie qui goûte et qui agace, ou alors un nouveau plan de travail avec un évier à intégrer proprement, ce sont des besoins très courants. Et là encore, la qualité de l'installation, notamment l'étanchéité au niveau des joints, est primordiale pour éviter les dégâts d'eau cachés qui peuvent faire beaucoup de tort avec le temps. Et enfin, dernier point mentionné, l'installation de WC, y compris les modèles suspendus qui sont assez tendance, c'est vrai, pour leur look épuré et la facilité de nettoyage au sol. Les documents mentionnent même l'optimisation des évacuations et la pose de pompes de relevage si nécessaire. Qu'est-ce que c'est exactement une pompe de relevage? Ça sert à quoi? Alors, une pompe de relevage, c'est un appareil qui devient nécessaire quand le point d'évacuation des eaux usées, que ce soit les WC, une douche, un lavabo, est situé plus bas que le niveau de l'égout public ou de la fosse septique à laquelle on doit se raccorder. C'est typiquement le cas si on aménage une salle de bain ou des toilettes en sous-sol, par exemple. Comme l'eau ne peut pas s'écouler naturellement par gravité vers le haut, la pompe sert, comme son nom l'indique, à relever ces eaux usées pour leur permettre de rejoindre le réseau d'évacuation principal. C'est une installation assez technique qui demande un savoir-faire spécifique. Il faut choisir la bonne pompe en fonction du débit nécessaire, l'installer correctement pour qu'elle soit efficace et surtout pour éviter les pannes, mais aussi les nuisances comme le bruit ou les mauvaises odeurs. Le fait de mentionner cette compétence, ça indique une capacité à gérer des situations de plomberie qui sortent un peu du standard habituel. Cette gamme de services du dépannage urgent de chauffe-eau qui sauve la mise, à la rénovation complète de salles de bain qui a un gros projet, en passant par les installations plus spécifiques comme ces pompes de relevage, ça positionne effectivement l'entreprise comme un potentiel interlocuteur unique pour pas mal de tracas ou de projets liés à l'eau dans l'habitat, ici à Nyon et dans les environs. Exactement. Avoir un seul référent, un seul artisan fiable pour tous ces aspects, ça peut grandement simplifier la vie des propriétaires ou même des locataires. C'est aussi un gage de cohérence dans les installations réalisées au fil du temps, et ça facilite le suivi, la maintenance éventuelle. Et un dernier détail pratique, mais qui a son importance, qui est mentionné dans les sources, c'est la politique concernant les devis. Ils insistent sur la transparence, le fait que le devis soit sans engagement et surtout sans frais cachés. Bon, c'est un discours assez classique dans le secteur, mais est-ce que ça a un réel impact pour les gens? Ah oui, c'est fondamental. Dans les métiers de l'artisanat, et particulièrement dans le dépannage, où on fait souvent appel dans l'urgence, la confiance est absolument clé. Un devis qui est clair, qui est détaillé, qui explique bien ce qui va être fait et pourquoi telle ou telle pièce doit être changée, et qui surtout garantit qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise sur la facture finale, sauf imprévu majeur qui serait discuté et validé en cours de chantier, bien sûr, c'est la base d'une relation saine entre l'artisan et son client. Savoir précisément à quoi s'attendre financièrement avant de donner son accord, avant de dire « oui, allez-y », ça change tout. L'insistance sur ce point, si elle est respectée dans les faits, c'est vraiment un bon signal de sérieux et de respect du client. Bon, alors si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on vient de discuter, pour les habitants de la région de Nyon, qu'ils soient confrontés à l'urgence d'une panne d'eau chaude ou qu'ils aient envie de rénover leur salle de bain, eh bien les informations qu'on a analysées suggèrent qu'il y a des réponses professionnelles locales disponibles. On retient l'importance cruciale d'avoir un système d'eau chaude qui soit fiable, évidemment, mais aussi conforme aux normes suisses de plus en plus strictes. Il semble y avoir un accompagnement assez sérieux pour aider à choisir le bon type de chauffe-eau, parmi des options variées, des plus traditionnelles aux plus écologiques, comme le thermodynamique ou le solaire. La réactivité annoncée en cas de pépin, avec ce délai moyen de 30 minutes affiché pour les urgences, c'est clairement un atout majeur pour la tranquillité d'esprit. Et puis, l'étendue des services proposés, qui couvre l'essentiel des besoins en plomberie et sanitaire, positionne une entreprise comme celle qu'on a citée, Hugo Dubois, comme un partenaire potentiel pour gérer tout ce qui touche à l'eau à la maison. Finalement, l'accès à une expertise à la fois technique et réglementaire, ancrée localement, semble bien être une réalité pour les gens d'ici. C'est une excellente synthèse des points clés, tout à fait. Et peut-être pour élargir un tout petit peu la perspective, juste pour finir, au-delà du service immédiat rendu au client, tout cela soulève une question de fond qui est assez intéressante, je trouve. La manière dont chaque foyer, chaque individu, choisit son système de production d'eau chaude. Est-ce qu'on reste sur du classique, électrique ou gaz? Est-ce qu'on bascule vers le thermodynamique? Est-ce qu'on ose l'investissement du solaire? Eh bien, ces choix ne sont pas anodins du tout. Ces décisions individuelles, une fois multipliées à l'échelle d'une région comme celle de Nyon, ou même à l'échelle du pays, elles dessinent en fait notre trajectoire collective vers la transition énergétique dont on parle tant.
On voit bien la tension qui existe. D'un côté, il a des incitations fortes, que ce soit les normes légales, les économies d'énergie promises à long terme à adopter des technologies plus performantes sur le plan énergétique, mais ces technologies sont aussi souvent plus coûteuses à l'achat et parfois perçues comme plus complexes à gérer, d'où l'importance, on l'a vu, de l'entretien régulier et des contrats qui sont proposés. Et de l'autre côté, il y a le confort de la simplicité, la familiarité des systèmes classiques qu'on connaît depuis longtemps. Comment est-ce que chacun, dans son coin, arbitre entre cet investissement initial et les gains futurs espérés, entre les objectifs énergétiques nationaux un peu abstraits et son propre budget bien concret, entre l'attrait de l'innovation technologique et le besoin fondamental de fiabilité au quotidien pour quelque chose d'aussi essentiel que l'eau chaude? C'est une réflexion qui, finalement, nous ramène à notre rapport individuel et collectif à l'énergie, et ça va bien au-delà du simple choix technique d'un ballon d'eau chaude. C'est quelque chose à méditer, je pense.